Merci d'être venu par ce grand froid. Merci surtout à Julien Drey d'avoir accepté impromptu de remplacer Manuel Valls, qui devait intervenir ce soir devant Philo-Décrypte sur le courage en politique. Et il a été nommé ministre des colonies, des Outre-mer. Mais il nous avait laissé entendre qu'il pourrait venir ce soir, et finalement, non. Ce qui confirme que les hommes politiques ne tiennent pas toujours leurs promesses, mais qu'ils ont souvent des bonnes excuses, et parfois des vraies bonnes excuses. Bon, là, je suis un peu méchant, parce qu'on aime bien ce genre de personnage à Philo-Décrypte, un peu décalé, qui a l'habitude de dire ce qu'il pense, comme vous, Julien Drey. Vous êtes vous aussi un homme de gauche, qui est détesté par la gauche, du moins la gauche radicale. D'ailleurs, vous avez eu le courage d'aggraver votre cas en publiant un implacable « Qui est Mélenchon ?» Qui est Mélenchon, sans point d'interrogation, je précise, où vous racontez le leader des Insoumis, d'autant plus que vous l'avez côtoyé, ou vous avez même milité avec lui pendant une vingtaine d'années, ce que vous racontez dans votre livre. Courageux aussi parce que vous avez condamné fermement et clairement le Hamas après le massacre du 7 octobre. Vous, le fondateur de SOS Racisme, l'ami Juju des jeunes des banlieues dans les années 80, dont les fils aujourd'hui proclament que le Hamas est un mouvement de résistance. Courageux enfin parce que vous êtes devenu une des figures de CNews, la télé de droite radicale, où vous représentez la gauche, sans perdre votre calme, quoique je vous ai vu péter un plomb il n'y a pas très longtemps. Bon, j'arrête en vous remerciant à nouveau d'être venu à Lyon pour nous parler de courage en politique et nous éclairer sur cette gauche en crise, voire qui agonise. On attend un peu de lumière de vous, l'homme de l'ombre, qui avait inspiré Le Baron Noir, la fameuse série télé dont le héros a fini président de la République, après avoir été un élu de terrain comme vous, après avoir été conseiller occulte des grands sorciers de la gauche, comme vous, Julien Drey. Je ne vous demande pas si vous allez être candidat à la prochaine élection présidentielle, parce que je sais que vous êtes courageux, mais je sais aussi que vous n'êtes pas fou. Ma première question, ça sera pour vous demander si vous, l'homme de gauche, vous êtes à l'aise sur ces news, et au fond, qu'est-ce que vous êtes allé faire sur cette télé de la droite radicale? Est-ce que c'est parce que vous partagez certaines convictions ou certains engagements de ces news, ou est-ce que vous pensez pouvoir convaincre ce public? Alors, merci. D'abord, bonsoir à vous toutes et à vous tous. Merci d'être là. Merci de m'avoir invité. Bon, on est une journée un peu particulière aujourd'hui. Je pense que cette journée va rester une journée particulière et qui se finit, de mon point de vue, bien. Il y a une situation très chaotique pour l'avenir de notre pays, qui est quand même aujourd'hui ponctuée par beaucoup de points d'interrogation. Alors, vous m'avez posé une question directe. Moi, j'ai pas choisi d'aller à CNews. J'étais invité un jour à un débat face à Éric Zemmour parce que personne ne voulait débattre à gauche avec lui. Donc j'avais des choses à lui dire. Je le connaissais depuis très longtemps parce que, contrairement à ce qu'il raconte, il n'a pas une carrière politique linéaire. J'ai connu, moi, Éric Zemmour, qui était d'abord un adepte de SOS Racisme, qui adorait les concerts de SOS Racisme et les jolies filles qu'il y avait, pour être précis. Puis je l'ai connu ami personnel d'Henri Emmanuelli. Donc moi, je le voyais tous les mercredis, il venait manger avec Henri Emmanuelli, ils allaient refaire Le Monde, etc. Il était assez pote avec Mélenchon aussi. Il a été aussi pote avec Mélenchon, c'est un peu plus tard. Bon, donc voilà, donc je connaissais Éric Zemmour, puis j'ai vu ses succès littéraires d'abord, et après son entrée en politique, et voilà. Et à l'époque, il n'y avait pas grand monde qui voulait débattre avec lui. Et donc la direction de CNews un jour me contacte en me disant: est-ce que ça vous dirait de venir débattre avec lui? Je dis: moi, j'ai aucun problème, je viens. Et à la fin de l'émission, qui s'était pas si bien passé que ça pour lui, si je peux me permettre cette remarque, notamment parce que j'avais pointé quelques fautes d'analyse historique sur le comportement du régime de Vichy, étant moi un pied noir et un enfant pied noir élevé dans l'histoire justement de la Deuxième Guerre mondiale par ses parents, etc.
et où le rôle de Vichy était pour le moins discutable. Voilà, et puis le directeur de CNews est arrivé à la fin et m'a dit mais c'était formidable, est-ce que ça vous dirait de revenir Je dis, oui, j'ai pas de problème. Mais vous êtes sûr? Oui, j'ai pas de problème. Donc je suis venu sur cette chaîne. Alors au début c'était, voilà, pour moi c'était une expérience comme une autre, puis c'en est devenu une expérience plus particulière dans la mesure où j'ai vu une certaine hostilité s'installer. Ah, mais tu vas sur CNews, c'est la chaîne des fachos, etc. Je dis ouais, bon, d'accord, ok. Et alors, on discute pas avec les gens en face, on est qu'entre nous, on essaie de se convaincre entre nous. Moi, mon challenge, c'est de convaincre les gens qui ne sont pas d'accord avec moi. L'objectif, c'est quand même, si on veut, d'avancer en politique, c'est de convaincre les gens qui ne sont pas d'accord. Et puis, c'est aussi une remise en cause. Parce que c'est moins facile d'avoir des gens avec lesquels vous n'êtes pas d'accord, et donc ça vous interpelle, ça vous amène à vous poser des tas de questions sur votre propre discours, vos interrogations, vos imperfections, vos difficultés parfois à convaincre. Et donc j'ai pris goût à l'exercice, parce que pour moi c'est un challenge. Alors c'est un challenge difficile, il ne faut pas croire, parce qu'on est en direct. La moindre phrase, surtout avec les réseaux sociaux, ça m'est d'ailleurs 2 ou 3 fois ça m'est arrivé, mal ficelé, ou vous traduisez bien votre pensée, et là vous y avez droit dans les heures qui suivent au déchaînement. Il a dit ça, voilà, c'est la preuve que. Parce qu'évidemment, on est dans une pensée complotiste aujourd'hui qui fait que dès que vous avez dit ça de manière pas forcément politiquement correcte, ça veut dire que vous êtes déjà converti à une autre idéologie. Le dernier, que vous c'était êtes Le Pen, extrême. sur Le Pen. C'est Oui. quand vous avez dit, je fais la différence entre Jean-Marie Le Pen et Oui, Marine Le oui, Pen. Et là, vous avez été assez attaqué à gauche. oui, bon, On bah, vous a dit d'accord, que... oui, mais bon, ça c'est une gauche simpliste, je la connais. Elle a qu'un mot à la bouche, c'est fasciste, fasciste, fasciste. Tout ce qui n'est pas d'accord avec elle est fasciste, et voilà, bon, ça c'est la simplicité absolue. Oui, je maintiens que, d'ailleurs l'histoire le prouve, qu'il n'y a pas de trait d'égalité entre Jean-Marie Le Pen et Marine Le Pen. Alors je le dis d'autant plus que je trouve que j'ai été élu avec Marine Le Pen pendant plusieurs années à la région Île-de-France, puisqu'elle était conseil régional, comme moi j'étais vice-président du conseil régional, donc je vois à peu près comment elle fonctionne, je vois qui elle est. Moi, j'ai eu en face de moi des vrais militants d'extrême droite du temps de Jean-Marie Le Pen, qui eux étaient pas de la même nature sur le plan idéologique qu'elle ne l'était Marine Le Pen. Voilà la trajectoire, et je vais vous dire pour finir que plus on me pose des questions sur CNews, plus j'y reste. Je vais dire honnêtement que moi je suis très bien là-bas, hein, je suis très très bien traité. Je me permets de faire toutes les remarques possibles, imaginables aux uns et aux autres. D'ailleurs, vous voyez de temps en temps, notamment Pascal Praud, de temps en temps dit ah, il y a un SMS de Julien Drey, il faut qu'on lise, qu'est-ce qu'il dit. Voilà, j'aime beaucoup parler avec lui, même si on a des désaccords, on se respecte. J'aime beaucoup ce que fait très courageusement Laurence Ferrari ou Sonia Mabrouk. Bon, voilà, et le directeur de CNews, j'ai dû le croiser 2, 3 fois. On n'a pas des atomes crochus formidables, parce qu'il est assez autoritaire, mais personne ne m'a jamais rien demandé. Voilà. Donc je dis ce que je veux, comme je veux, dans un débat contradictoire. Donc voilà pourquoi j'y suis. Donc vous avez bien compris, j'y suis pour 2 choses. D'abord parce que c'est un exercice intellectuel pour moi, personnellement, toutes les semaines, qui se renouvelle. Et deuxièmement parce que je considère que le débat démocratique passe par la confrontation. Alors, je ferai juste une remarque. Arrêtez d'arriver en retard. Alors, c'est pas moi qui arrive en retard. Moi, je vais vous expliquer. Parce que Moi, je vous ai regardé dimanche. Ouais, non, mais alors dimanche, c'était Alors, exceptionnel. dimanche, une demi-heure de retard, ça Non, fait c'est pas beaucoup de- quand non, même. c'est Hein. pas de ma faute, ils avaient oublié de convoquer le taxi. Donc je me suis retrouvé à la porte de chez moi, sans taxi, sans rien. Il a fallu que j'improvise. Donc moi j'habite loin, parce que je traverse tout Paris. Ça veut dire que je mets en gros au minimum 50 minutes pour y arriver. Voilà. Et le dimanche soir, avec la circulation Hidalgo, c'est pas facile. Alors, parlons de votre livre sur Jean-Luc Mélenchon. Comment vous l'avez rencontré? Moi j'ai connu Jean-Luc Mélenchon en 1986. Il était le plus jeune sénateur de France. Et 2 ans plus tard, j'étais un des plus jeunes députés de France. Nous étions dans le même département. Il m'a accueilli en Essonne, à la demande de François Mitterrand d'ailleurs. Il m'a bien accueilli, puisqu'il m'a appris à faire des nœuds de cravate, à serrer les mains sur les marchés, à être poli avec les gens. Et nous avons été des bons compagnons. C'était un classique à l'époque. Oui, il était assez classique, très laïcard, très cultivé déjà, avec des références fortes, bon orateur. Et on a travaillé ensemble dans un moment qui était difficile parce que nous n'étions pas très contents de la manière dont se passait le deuxième quinquennat de Mitterrand, dont nous espérions beaucoup plus. Vous étiez Notamment, plutôt la gauche du PS. on était la gauche du PS, c'est pour ça qu'on avait appelé notre courant, parce qu'on avait un courant ensemble, qui s'appelait la gauche socialiste. Ça a été des années de fraternité militante importante, familiale presque, avec Mélenchon, avec tous ceux qui nous avaient rejoints, toute une génération. Et je pense d'ailleurs qu'on a été une sorte d'école de formation. On n'avait pas le même parcours, parce qu'on était tous les deux d'anciens trotskistes, mais lui, il était la version qu'on appelle lambertiste, et moi, j'étais la version qu'on appelait pabliste. Bon, je vous passe les détails. Parce que Bah, sinon, dites-nous quand même on a- la différence. la différence, c'est qu'il y en avait qui étaient... Les pablistes étaient très ouverts
à la vivacité de la société, ce qu'on appelle les mouvements sociaux, et très, très activiste dans les mouvements de jeunesse, très bon organisateur de ce qu'on appelait l'agite-propre, avec un savoir-faire réel. Les autres étaient beaucoup plus Ça, c'est vous. traditionnels, oui. Les autres étaient beaucoup plus traditionnels, avec une volonté de conquérir des accords très compliqués, des positions, parce que là, ils étaient plus sectes que nous. Bon, voilà, donc il y avait une histoire commune, avec des positionnements différents, plutôt complémentaires d'ailleurs sur le fond, parce qu'il y avait une forme de... on s'était un peu spécialisés l'un l'autre. Donc par rapport à votre question, moi j'ai rien à me reprocher. J'estime qu'on on avait bien travaillé. C'est lui qui a claqué la porte en 2002, c'est ce que j'explique dans le livre, de manière totalement... d'ailleurs surprenante, sans explication, sans discussion, qui tournait le dos à tout ce qu'on avait fait depuis 18 ans. On avait eu des divergences, mais on discutait, on arrivait à se convaincre, on allait jusqu'au bout de la nuit pour trouver ce qu'on appelait le point de synthèse. Celui qui est parti dans une trajectoire qui a été une aventure d'abord personnelle, avec une lente dérive, et là, progressivement, des choses sont revenues à la surface. Des gens se sont mis à me raconter des événements sur son enfance et sur sa relation compliquée avec ce qu'on appelle la judéophobie des communautés hispaniques d'Algérie. Plus on vieillit, plus il y a des choses de son enfance qui reviennent, que des choses qu'on avait mis de côté et qui remontent. Vous en parlez longuement et vous dites qu'il a ce côté revanchard, frustré, colérique, etc. Quelle est la clé pour comprendre ce personnage Mélenchon? Le ressentiment. Il le dit d'ailleurs, c'est dans les autobiographies qu'il a fait écrire par plusieurs journalistes, il dit « Je suis rempli de ressentiment ». Il a le syndrome de celui qui pense qu'il est le meilleur et qui n'a pas été reconnu comme le meilleur. Il quitte le Parti socialiste à cause de cela, parce qu'il a une relation détestable avec François Hollande, qui, alors je fais référence, peut-être certains se souviennent de cette bande dessinée qu'il y avait dans Pif le chien qui s'appelait Corinne et Jeannot. Bon, et Corinne était celle qui persécutait en permanence Jeannot. Voilà. Et il était tout le temps persécuté. Et la relation Hollande-Mélenchon, moi je l'ai toujours caractérisé comme ça. Et Hollande et Corinne alors? Oui, Hollande et Corinne, oui. J'ai souvent dit à Hollande, t'exagères, quand même, respecte-le. Parce que quand Mélenchon prenait la parole en bureau national, la première chose que faisait Hollande, qui présidait, c'est « tu vas vite, hein, Jean-Luc ». Il avait l'impression, alors que lui, il aimait prendre la parole, prendre le temps de la démonstration, qu'on le méprisait. Et il faut être honnête aussi, Hollande n'était pas un spécialiste des textes. Voilà. Lui, ça lui cassait les pieds. Les commissions de synthèse, on passe des heures à pinailler sur telle ou telle phrase. Il s'en fout. Quand il est candidat aux élections législatives, je l'appelle, je lui dis mais dis-moi, j'ai pas compris, là, t'es candidat. Bon, d'accord, c'est bien, t'as encore l'énergie, super. Oui, oui, mais j'ai pas compris, t'es candidat du Front Populaire. Il me dit bah oui. Je dis mais donc tu vas défendre le programme du Front Populaire. Il me dit quel est le problème? Je dis bah c'est quand même un programme qui va faire 220 milliards de dépenses publiques en un an. Excuse-moi, mais je me souviens que j'ai passé 5 ans dans ton bureau, où dès qu'on voulait dépasser 1 million d'euros sur n'importe quoi, tu nous insultais en nous expliquant que la France allait être en faillite. Mais là, 220 milliards, ça ne te pose pas de problème. Et il me répond, oui, mais tu sais, les programmes, personne ne lit. Il faut faire attention à ça, d'ailleurs. Ça fait partie de la crise dans laquelle nous sommes. C'est-à-dire, à la fois, dire tout et n'importe quoi. Voilà, moi, j'étais pas jospinien, mais j'aimais bien la phrase de Lionel Jospin. Faire ce que l'on dit, dire ce que l'on fait. Parce que je trouvais qu'elle était une règle utile sur le plan politique. Voilà. Donc il y avait ce rapport compliqué, ce ressentiment et cette frustration. Vous dites qu'il a un ego surdimensionné. Oui. Ce qui n'est pas rare en politique, mais bon... Oui, mais lui, il a atteint quand même des degrés qui sont bien plus proches du cabinet de psychanalyse que de la vie quotidienne, quoi. Hein. C'est un bon sujet, je pense, pour certains. Ce ressentiment s'est nourri, il s'est nourri après un rapport mégalomaniaque. Mais le rapport mégalomaniaque, il est naturel. Vous êtes candidat à l'élection présidentielle, vous êtes devenu la coqueluche de tout un monde médiatique qui, certes, lui tape dessus, mais l'adore parce qu'il fait l'audimat, il fait le buzz. Voilà, donc ça vous monte à la tête, puis vous faites passer votre temps à faire des selfies, voilà, il y a un moment donné où il faut garder, c'est dur hein, sur le plan personnel d'arriver à garder une certaine distance quand vous pouvez pas faire 20 mètres sans que quelqu'un vous arrête, ah c'est formidable, je peux faire un selfie avec vous, ah, je vous ai vu à la télé, bon ça monte, voilà, lui il n'a pas réussi à faire la part des choses. À l'époque de SOS, c'est ce que vous avez vécu? Non, parce que moi j'avais quelqu'un en avant qui s'appelait Harlem Désir, donc je pouvais être tranquille. J'étais un peu vacciné sur cette soi-disant popularité. Lui, ça l'a beaucoup marqué. Et comme il avait des propensions personnelles qui existaient, que je vous ai évoquées, ça a pesé. Moi, le reproche essentiel que je lui fais, et c'est pour ça que j'ai pris la décision de faire le livre, parce que c'est jamais agréable d'écrire un livre contre quelqu'un avec qui on a passé des années militantes, bon, avec qui j'ai continué quand même à discuter après quand il est parti. On s'est parlé plusieurs fois, bon,
J'avais même fait un premier livre que j'avais appelé La faute politique de Mélenchon en 2014, quand systématiquement, il s'opposait aux socialistes, à la gauche traditionnelle, etc. Mais bon... Il y a un mot que vous employez beaucoup dans votre livre, c'est zigzag. À propos de Mélenchon. Oui, parce C'est-à-dire qu'il passe son en temps... fait, que c'est de l'opportunisme, Oui. et c'est vrai qu'on le voit passer de Marchais à Royal ou de Chavez à Poutine, on sent qu'il y a un espèce d'opportunisme politique. On peut même se demander si il croit vraiment en ce qu'il dit. Alors, c'est une question importante. Oui, c'est pour ça que dans le livre, j'ai fait ça, j'ai fait cette enquête et j'ai restitué, parce qu'il se présente comme le doctrinaire absolu, à la vérité déterminée, etc. Mais il a passé son temps à changer de position. Aller avec les uns, avec les autres, à dire ça et à dire l'inverse. Prenons un exemple, parce que les télés sont gentils avec lui, mais rappelez-vous la campagne de 2012. La campagne de 2012, il l'a fait en disant « Je suis le candidat anti-Le Pen. Et moi, il n'y a qu'une chose qui m'intéresse, c'est de combattre Le Pen. Et d'ailleurs, je vais aller dans les débats avec elle, etc. » Et tout. Voilà, il dit même « Je vais reconquérir l'électorat populaire que Marine Le Pen a avec elle. » C'est pour ça qu'il a été candidat dans le Pas-de-Calais, où il a pris une veste. Pourquoi je dis ça? Rappelez-vous, les tirades contre le foulard islamique et pour la laïcité intransigeante. Si la rédaction de Charlie lui confie l'hommage posthume à Charb à l'époque, c'est qu'elle considère que c'est un des siens. Voilà. Et il est là, il fait un discours très engagé. Aujourd'hui, la rédaction de Charlie, il ne rentre pas dans le cimetière, parce que personne n'en veut. Oui, c'est clair. Après, est-ce que tout ça, ce n'est que de l'opportunisme, Ouais. ou est-ce que ça représente aussi des convictions profondes? Ou une évolution. Moi, je pense qu'il y a de l'opportunisme, il y a une évolution, mais aujourd'hui, cette évolution, elle est adossée à certaines convictions. Justement, une question qui me paraît importante. Vous dites qu'il n'a pas rompu avec le trotskisme. Même s'il a pris une certaine indépendance, vous dites qu'au fond, Mélenchon, on pourrait assez facilement le traiter comme un sous-marin du trotskisme. Du trotskisme, oui, mais surtout du lambertisme. Et d'ailleurs, il n'y a pas de mystère. Aujourd'hui, le siège social de son organisation, là où il fait ses conférences, là où il a ses bureaux, c'est l'ancien siège social de son organisation qu'on appelait l'OCI-AJS et qui est devenu aujourd'hui le POI. C'est lui qui a fait élire à l'Assemblée nationale 3 militants du POI qui sont des militants de la France Insoumise, qui sont d'ailleurs sa garde rapprochée dans le groupe parlementaire de la France Insoumise. Raquel Garrido, l'enfant de la gauche socialiste et qui a été au départ une militante avec nous, elle dit elle-même, de toute manière, dans la France Insoumise, il n'y a aucun débat, ceux qui décident. Et d'ailleurs, au soir de la campagne de 2017, on voit apparaître des cheveux gris qu'on avait oubliés, et on se téléphone les uns les autres, on se dit, mais dis-moi, c'est pas Lacaze, lui, et lui, c'est pas Chapira, si, t'as vu, mais qu'est-ce qu'ils font là? Et ils apparaissaient pour la première fois. C'est-à-dire que Mélenchon, à ce moment-là, officialisait quelque chose qu'il avait établi dès la fondation de son courant et qui débouche aujourd'hui. Je vais prendre un exemple très simple. Mon jeune protégé qui s'appelle Quatennens, mais lui, il a été formé directement par le Parti ouvrier internationaliste. C'était un militant du POI. Il n'a pas rompu, alors vous dites? Oui, j'ai pris un peu le temps de discuter avec des anciens et puis surtout avec des gens de la DGSE. Ils me disent, on ne rompt jamais dans ces choses-là. Dans ce qu'on appelle le sous-marinage, c'est-à-dire quand on vient, comme l'a fait Lionel Jospin pendant tout un temps, on vient dans une organisation, mais on ne croit pas à son organisation. On vient pour travailler pour le compte d'une autre organisation, ce qu'on appelle un sous-marin. Voilà, dans le jargon trotsko, c'est comme un espion. Il y a un moment donné où il y a une forme de double personnalité qui s'installe et on ne rompt pas avec la famille. On garde des liens. Même vous? Non, parce que nous, on n'était pas des sous-marins, nous. D'accord. Voilà, nous, c'est la différence qu'on avait. C'est une autre école du trotskisme. Oui, nous, on n'avait pas des sous-marins, ça n'existait pas. Nous, on arrivait drapeau déployé. Au contraire, on était prétentieux. Alors est-ce qu'au fond, que la gauche était infiltrée par le trotskisme, est-ce que ça n'explique pas la radicalisation aujourd'hui de la gauche, d'une certaine gauche, qui a été infiltrée par ces agents, entre guillemets, trotskistes? Est-ce que c'est pas ça le problème de fond? Surtout que vous me dites qu'aujourd'hui, Mélenchon n'a pas rompu avec cette secte, entre guillemets. Alors, je vous ai dit, il n'a pas rompu, je vous ai dit, il a renoué. Il y avait des liens distants, mais il a renoué, il les a réactivés, et progressivement, il a revisité, certainement, y compris sa propre évolution politique. Je pense que s'il était là, il vous dirait, j'ai été un réformiste, mais je me suis rendu compte de l'impasse
de ma démarche réformiste. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis revenu à la Révolution. Voilà, je vous dirais ça comme ça, par l'expérience, etc. Je crois qu'aujourd'hui, c'est le chaos tel qu'il le définit, qui est le moteur de l'histoire. C'est la conflictualisation de tout, qui est aujourd'hui finalement la seule solution par rapport à ce que moi je croyais. Parce que moi, j'ai connu un Mélenchon qui était réformiste, c'est-à-dire qui même des fois, souvent dans le coup conformé, c'est celui qui me tempérait. Attends, fais attention, on va pas aller trop loin, etc. Et tout, voilà. Alors que là, on voit bien qu'il a toujours plus, d'ailleurs, dans sa démarche. Quand Mitterrand fonde le Parti socialiste, il a besoin, à l'époque, en 71, d'affronter ce qu'est la machine, c'est-à-dire le Parti communiste français, voilà, qui est autre chose que ce qu'il est aujourd'hui. Ici, par exemple, ceux qui s'en souviennent, la CGT à Berlier, c'était pas rien. Bon, les villes qui étaient dirigées dans toute la couronne lyonnaise par le Parti communiste, c'était pas rien. Je me rappelle du député qui s'appelait André Guérin, que je fréquentais à l'Assemblée nationale. Bon, c'était des choses costauds. Bon, et il a besoin, Mitterrand, il a rien. Hein, ça, la CFIO et voilà. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'appuyer sur le mouvement de mai 68. Il va comprendre qu'il y a une nouvelle génération et il va progressivement lui donner une place à l'intérieur du Parti socialiste et elle-même va comprendre que sa radicalité est une impasse et que finalement le compromis réformiste, comme on dit, est plutôt la bonne solution. À cette époque-là, c'est utile pour la gauche parce que c'est une nouvelle génération qui va lui permettre de se libérer de la tutelle du Parti communiste. Qui avait des rapports compliqués avec le trotskisme. À qui nous détestait. Moi, j'ai fait des distributions de tracts ici, quand j'étais jeune, où il fallait qu'on descende à 200 pour pouvoir tenir une distribution de tracts à l'usine Berlier. Hein. Sinon, on se faisait lyncher par le serviteur de la CGT de l'époque. Hein. Alors cette fameuse stratégie dont on parle beaucoup de Mélenchon, de s'appuyer sur les banlieues en jouant avec l'islamisme, est-ce qu'il y croit vraiment? Puisque vous le connaissez, que vous l'avez pratiqué, vous venez de dire que c'était un laïcard affirmé. Est-ce qu'il y croit vraiment ou est-ce que c'est de la pure stratégie pour prendre le pouvoir? Ou en tous les cas, penser prendre le pouvoir? Alors, l'objectif, c'est de prendre le pouvoir. Certains me disent, mais non, il s'en fout, il est là juste pour se faire plaisir, etc. Non, il est convaincu qu'il a un rôle à jouer dans l'histoire et que dans ce rôle, il peut être le nouveau grand leader révolutionnaire qui va marquer le siècle. Il est convaincu qu'il est investi d'une mission. Voilà. C'est aussi ça qui lui fait sa force. Hein. Il n'est pas que dans un jeu. Mais c'est quand même un moment de vérité quand il dit aux policiers « La République, c'est moi ». Là, il est dans un moment de pure vérité personnelle. Il dit « Comment? Moi, Mélenchon, vous ne vous rendez pas compte? La République, c'est moi ». Donc là, je représente l'histoire. Deuxième chose, il a évolué idéologiquement dans la mesure où Mélenchon, il rate le mouvement des Gilets jaunes. Le mouvement des Gilets jaunes, c'est un mouvement de gens qui sont des travailleurs, des vrais, pas des assistés, pas des gens qui viennent réclamer des privilèges. C'est des gens qui n'en peuvent plus parce qu'ils travaillent énormément, qu'ils ont le sentiment qu'il n'y a jamais rien pour eux parce que dans ce système technocratique dans lequel nous sommes, ils sont toujours juste au-dessus de la frontière. Donc ils n'ont jamais le droit à rien, ils ont juste le droit de payer les impôts et de travailler beaucoup. Bon, donc ils n'en peuvent plus. Ce que nous on appelait un mouvement de prolétaires. Voilà. Pas d'ouvriers au sens de l'ouvrier en usine, mais de prolétaires, c'est-à-dire de gens qui sont exploités par le système. Pour Mélenchon, il doit y avoir une rencontre formidable, parce qu'il doit être quelque part leur porte-parole, surtout dans ce moment de révolte dans lequel ils sont. Ils doivent trouver en Mélenchon un porte-voix, et il les rate. Lui, il me raconte, il me dit, mais tu vas voir, ils vont venir à moi. Que justement, je suis le représentant, je suis l'expression consciente de leur mouvement inconscient. Et ils ne viennent pas, quoi. Et puis voilà, ils le regardent de loin. Alors, il serre des mains. Alors, je lui fais des remarques. Je dis, mais tu sais, bon, je serre peut-être un peu moins de mains que toi, mais moi, j'y vais, non, c'est parce que je veux comprendre, je veux parler avec eux, parce que voilà, parce que j'ai détesté, pour être honnête, la manière dont le gouvernement s'est comporté avec ces gens, et la manière, notamment, dont le ministre de l'Intérieur, ancien socialiste, les a brutalisés. Méprisés, brutalisés. Je veux dire, dans tous les mouvements sociaux qu'on a connus dans ce pays sur les 50 dernières années, ce mouvement a été celui qui a été le plus réprimé. Il y a plus de 150 aujourd'hui gilets jaunes qui ont été victimes, qui ont perdu des yeux, des mains, des bras, qui ont des troubles psychiatriques, etc. Mais eux-mêmes ont été parfois très violents. Il y a eu peu de violence de leur part. Ils ont été instrumentalisés par un système de traquenard qu'on leur tendait et où les bacs venaient tous les samedis s'amuser pour, au lieu d'aller à la chasse, ils faisaient la chasse aux gilets jaunes. Les gendarmes, les policiers me disaient souvent, on est écœurés de ce qui se passe. Voilà. C'était le plus souvent les gens qui ont été blessés, c'était pas les casseurs. Hein, parce que les casseurs, ils savent comment il faut faire. Les gens qui étaient blessés, des braves gens, c'était la première manif, ils venaient, ils montraient leur truc, boum, ils se prenaient une balle. Donc il a loupé ça, Mélenchon, par orgueil, en fait. Oui, par orgueil, par mauvaise analyse. Et à partir de là, il en déduit que l'ouvrier blanc, le prolétaire blanc,
il est définitivement passé du côté de Le Pen et qu'il n'arrivera pas, à l'inverse de ce qu'il pensait en 2012, à le rattraper. Et donc il va commencer à chercher où est l'alternative. Et c'est là que se présente à lui d'abord un certain nombre de voix politiques qui vont compter, comme Daniel Obono, qui sont elles issues du trotskisme anglais, etc., et qui vont lui dire mais non, le nouveau prolétariat, la nouvelle avant-garde, etc., c'est ce qu'on appelle entre guillemets les masses islamistes, c'est-à-dire les jeunes des banlieues, les jeunes populations d'origine maghrébine. Le drapeau, l'étendard, c'est Gaza. D'ailleurs, il le dit, j'ai découvert une population, j'ai découvert ce qu'était Gaza, un camp de concentration à ciel ouvert. Vous voyez, il fantasme cette population et il pense qu'elle est désormais un allié pour lui. Alors quel est le point de convergence? C'est que ces gens s'affrontent à l'Amérique, et comme ils s'affrontent à l'Amérique, ils s'affrontent au grand Satan, et donc nous sommes des compagnons de combat. Nous pouvons ensemble faire un chemin commun. C'est un peu du bricolage idéologique. Non, parce qu'ils pensent que, certes, ils sont imprégnés d'une doctrine religieuse, mais ils pensent que la lutte contre l'impérialisme américain va les amener à surmonter ces croyances. Ils vont dépasser cela dans la radicalisation qui naîtra de cette confrontation. Alors après, il fait un calcul qui ment, c'est là où on retrouve un peu de cynisme. Il fait un calcul qui est simple, il fait de la sociologie. La France, aujourd'hui, sociologiquement, elle a beaucoup évolué. Il y a grosso modo 10 millions de musulmans en France, dont 7 millions sont des citoyens français qui votent, donc ils sont inscrits sur l'électoral. Aujourd'hui, c'est la partie de la population qui vote le moins, donc elle vote grosso modo à 30%, et quand elle vote à 30%, elle vote plutôt à 70% pour moi. Imaginons qu'au lieu de voter à 30%, ils votent à 70% et qu'ils gardent la même proportion d'adhésion à mon égard, eh bien je suis à 5-6 millions de voix. Ça veut dire que je suis potentiellement aux portes du deuxième tour de l'élection présidentielle. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a instrumentalisé le concept d'islamophobie. D'ailleurs, ça fait partie aussi de ces tournants idéologiques, parce que vous avez des discours de Mélenchon qui disent mais l'islamophobie, ça n'existe pas, c'est du baratin, ça a été inventé par les mollahs iraniens, ce qui est vrai, il n'y a pas d'islamophobie en France, etc. Puis maintenant, ils n'ont plus que ça à la bouche. Pourquoi? C'est parce que, bon, moi je le vois autour de moi, vous avez beaucoup de musulmans qui ne sont pas forcément d'accord. Et donc ça les amène à dire, ouais mais d'accord, il est excessif, mais quand même c'est le seul qui nous défend. Encore une fois, est-ce que vous pensez que c'est de la pure stratégie, du pur opportunisme, ou finalement, à force de le répéter, il finit par y croire? Maintenant, il y croit. Il y croit profondément, il se sent investi. Voilà. Et toute l'année qui vient de s'écouler a montré cela. Moi, pour être honnête, je ne m'attendais pas à ce qu'il bascule dans l'antisémitisme comme il a basculé. Je voyais bien les choses évoluer, je voyais bien le chemin qui commençait à se tracer ensemble avec les indigènes de la République, etc. Mais basculer comme il a basculé avec la falsification de l'histoire, parce qu'il y a falsification de l'histoire comme falsification des événements. Donc il est maintenant, oui, il est imprégné de ça. Ses tweets le montrent, là, ses récents tweets. Il est dans une forme de résistance mondiale à ce qu'est ce délire impérialiste sioniste. Vous analysez d'ailleurs dans votre livre deux pistes qui sont le fondement de son antisémitisme. D'abord, est-ce que vous croyez vraiment qu'il est antisémite? Deuxième chose, est-ce que cet antisémitisme est plutôt basé, vous le dites à un moment donné dans votre livre, sur le discours antisémite de Staline ou sur le discours antisémite de Franco, puisque vous faites une relation avec ses origines espagnoles, catholiques espagnoles, j'allais dire intégristes? Moi, je pense qu'il est revenu à avant Vatican II. Il a repris à son compte le discours judéophobe, c'est-à-dire c'est un peuple sûr de lui, dominateur, qui manipule la finance, qui a tué Jésus. Voilà, il a des phrases dérapantes à plusieurs reprises. Donc je pense qu'il reprend à son compte tout ce discours-là. C'est pour ça que je fais référence à son enfance. Il pense que ces gens-là sont des gens dangereux, désormais. Il pense que c'est un peuple oppresseur. Et Staline? Staline, c'est un antisémite de circonstance. C'est l'ambassadeur du RSS qui est le premier à voter la création de l'État d'Israël. Il dort devant les portes des Nations Unies pour être le premier à voter. Et pendant les premières années, Staline revendique sa paternité dans la création de l'État d'Israël. Il va tourner à partir de 52-53 et reprendre le discours antisémite qu'il avait déjà contre Léon Trotsky. Mais Staline va vous dire qu'il a créé le premier État juif, qui s'appelle le Birobidjan. En 1940, il crée un État juif où il envoie 500 000 juifs russes en disant le Birobidjan, c'est à côté de la Sibérie. C'est une catastrophe climatique. C'est un goulag. Voilà, oui, c'est plus qu'un goulag, mais il dit nous avons vaincu l'antisémitisme puisque nous avons créé un État juif. Alors une question qui va être difficile parce que j'oublie pas quand même que vous êtes le baron noir, donc celui qui a conseillé tous ces grands sorciers de la gauche.
Si vous aviez un conseil à donner à Mélenchon, qu'est-ce que vous lui diriez? Quel conseil vous lui donneriez pour redresser la barre? Je vais être franc, je ne lui donnerai aucun conseil. Parce que je ne souhaite qu'une seule chose aujourd'hui, c'est son échec. Et si j'ai repris du service politique, là, c'est parce que je souhaite son échec. Pas parce que je le déteste, j'ai aucun problème personnel avec lui, moi. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est un danger. Et voilà pourquoi c'est un danger. Vous avez même dit qu'il était criminel. Oui, parce que j'ai une référence historique. Le pari de Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui, c'est de précipiter une élection présidentielle. Dans cette élection présidentielle, il pense qu'au final, avec son talent, qui est réel, et avec la situation dans laquelle se trouve le pays, la confrontation débouchera au deuxième tour sur une confrontation entre lui et Marine Le Pen. Il ne pense pas gagner, parce qu'il n'est pas stupide. Mais y compris les gens du Rassemblement national maintenant en privé le disent, ils disent pour nous c'est une situation très difficile. Parce que s'il perd, il va nous mettre le bordel, excusez-moi l'expression, dans le pays, dans les quartiers. Il va nous amener à être beaucoup plus violents, répressifs, durs que nous. C'est nous, vous êtes au moins ça, de responsables du Rassemblement national qui me disent, on a des mecs chez nous, c'est quand même, bon, on n'a pas tout perdu chez les fachos. Donc on en a quelques-uns qui attendent que ça. Et Mélenchon, c'est leur meilleur allié. Parce qu'ils viendront nous dire, regardez, donc il faut durcir les lois, il faut encore plus frapper, voilà, ils vont nous emmener beaucoup plus loin que nous ne voulons aller. Voilà. Et c'est ça qu'il espère, c'est ça sa conflictualité, parce qu'il espère qu'à ce moment-là, il y aura une forme de solidarité de la société. Pourquoi je dis qu'il est criminel? Parce qu'il reprend à son compte, il reprend la même démarche historique qu'ont eu les communistes allemands en 1933. Voilà. Les communistes allemands en 1933, voilà, Hitler, à la dernière élection, aux dernières élections législatives, il perd 600 000 voix en 1932. Parce qu'il y a un début d'inquiétude dans le pays. Et c'est les socialistes et les communistes qui sont majoritaires au Reichstag. C'est-à-dire qu'ils peuvent empêcher l'arrivée de Hitler. Il suffit qu'ils s'unissent et Hitler ne peut pas être désigné. Mais les communistes ne veulent pas faire l'alliance avec les socialistes, puisqu'ils sont dans ce qu'on appelait à l'époque la guerre classe contre classe. Ils dénonçaient les sociotraîtres qui étaient les socialistes, etc. Donc ils refusent. Et vous avez un discours d'ailleurs très intéressant, dont vous pourrez trouver la trace, du secrétaire général du Parti communiste allemand de l'époque, qui s'appelait Thälmann, qui monte à la tribune du Reichstag, qui dit « Monsieur Hitler croit qu'il a gagné, mais il n'a pas compris que de toute manière il va perdre et c'est nous qui serons les vainqueurs derrière. » Il est parti en fumée dans les camps. Voilà. Donc ils ont joué aux apprentis sorciers. Alors cette gauche, elle est inconsciente ou naïve? Non, là, ce que lui il fait, c'est en ce sens-là que je le combats. C'est parce que je pense qu'il joue avec le feu et qu'il peut emmener le pays dans cette conflictualité-là qui peut être terrible pour nous tous. Jusqu'à une guerre civile? Jusqu'à potentiellement une guerre civile, oui. Oui, oui. Il faut être honnête, l'état de nos quartiers, la violence qui s'est installée, les mafias de trafic de stupéfiants qui font alliance avec quand même souvent avec les islamistes, etc. Il y a une partie de la population française qui en peut plus, qui dit rien, mais qui en peut plus, à juste titre d'ailleurs. Bon, et donc on n'est pas loin de cela. Et lui, au lieu de jouer une forme d'apaisement, de trouver des solutions qui permettent de sortir de cette situation-là, il en joue, il l'utilise, il l'instrumentalise. Et c'est en ce sens-là que c'est criminel. Voilà. Et c'est en ce sens-là que je ne lui donnerai aucun conseil. Ce n'est qu'une seule chose, c'est qu'il y a des bons EHPAD en France. Vous êtes un peu dur là. Une question que j'ai envie de poser au fondateur de SOS Racisme. Est-ce que vous n'avez pas sous-estimé l'antisémitisme dormant chez vos potes des années 80 dans les banlieues, ou plus exactement l'antisémitisme qui allait naître chez leurs enfants? On pensait que l'intégration pouvait marcher. Et on n'avait pas tort. Elle était en route. Elle est d'ailleurs, sur le fond, je continue à penser qu'elle est en route encore. C'est-à-dire qu'il y a une grande partie de jeunes issus des quartiers, de jeunes musulmans, etc., qui ne rêvent que d'une seule chose, c'est de devenir de bons citoyens français. Voilà. Et qui d'ailleurs souvent disent en privé, mais nous, qu'on arrête de nous casser les pieds, on n'est pas les musulmans, on est les Français. Et ces gens-là, pour une part, ils baissent la tête parce qu'ils sont la tutelle de cette minorité qui s'est installée dans les quartiers, qui leur fait peur, qui les terrorise, les filles notamment, etc. Et tout. Et lui, il joue avec eux. Il joue avec ces gens-là. Il y a un côté identitaire aussi, non? Oui, mais le côté identitaire, il renaît de cette conflictualité qu'il a créée. Toute la période des années 80, la fin des années 80, des années 90, ce processus, il peut marcher. Voilà. Maintenant, moi, j'ai un énorme reproche. Je le fais à ceux qui ont gouverné ce pays. Parce que ceux qui ont gouverné ce pays, on a attiré leur attention. On leur a dit, y compris un certain nombre de choses qu'il fallait faire. Moi, j'avais un ami qui s'appelait Éric Raoult, qui a été ministre de la Ville,
et qui en 95 est compagnon de Jacques Chirac et défend l'idée de ce qu'on appelle un plan Marshall pour les banlieues. Ça veut dire casser les barres d'immeubles, déghettoiser, disperser, faire qu'il y ait des bonnes écoles, qu'on aide les familles quand il faut. On a travaillé énormément là-dessus. Ils ont méprisé tout ce travail-là. Méprisé. Alors souvent on me dit, mais la politique de la ville, c'est un gouffre, c'est du baratin. Je vais vous expliquer comment ça se passe, la politique de la ville. La politique de la ville, c'est une machine infernale sur le plan technocratique en France. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de budget propre. C'est que de l'interministériel. Voilà. Donc, le ministre de la Ville, il n'a pas d'argent. Tout son argent dépend des autres ministères. J'ai été vice-président de la région Île-de-France à la politique de la ville. Et mon problème, c'est que j'avais deux budgets. J'avais un budget d'investissement, un budget de fonctionnement. Bon, le budget de fonctionnement, c'était des associations, etc. C'était sympa, mais c'est 3-4 millions d'euros. Voilà. Le budget d'investissement, il était 17, 18, 20 millions d'euros. Mais je ne le dépensais pas. Parce que pour le dépenser, il fallait que j'ai l'accord des départements, l'accord des villes, l'accord de l'État. Et on n'y arrivait jamais. Donc la politique de la ville, ça a été beaucoup de rapports. Ça, ouais, ils ont au moins 3 ou 4 étages de rapports. On a fait des rapports et des commissions et des commissions. Mais en termes d'efficacité, ça a été très, très réduit. Ça veut dire que ce qu'il fallait faire concrètement pour faire marcher les ascenseurs, comme on l'avait dit à l'époque, pour faire qu'il y ait des commissariats, une police de proximité de qualité et pas simplement des jeunes policiers qui arrivaient, qui connaissaient rien à cela, avoir une justice efficace parce que les magistrats qui connaissant les populations savent prendre les bonnes décisions en termes de sanctions, de sortie des quartiers, etc. et tout ça n'a pas été fait. Tout ça a donné lieu à des discours, mais n'a pas été fait. Voilà. Alors, le reproche que je me fais, c'est qu'on n'a pas réussi à les convaincre, on n'a pas réussi à les entraîner. Et même parfois, on s'est fait manipuler parce qu'on leur a servi de masse de manœuvre pour gagner les élections et ils nous ont tourné le dos dès qu'ils les avaient gagnées. Est-ce que vous êtes d'accord avec Manuel Valls sur ces deux gauches irréconciliables et puis sur son analyse qui dit qu'au fond, cette gauche radicale est plombée par son inconscient marxiste? Je connais très bien Manuel, c'est un ami personnel. Je le connais depuis l'âge de 20 ans. Il avait 20 ans, il n'était pas encore français. Et d'ailleurs, j'ai à l'époque posé la question, en disant, mais c'est quoi ton perspective? Il m'avait dit, moi, mon rêve, c'est de devenir un jour président de la République. Alors, quand il a employé l'expression, il était Premier ministre. C'était au moment où, d'après moi, dans le quinquennat d'Hollande, on manquait à notre devoir sur le plan social. Ça ne veut pas dire qu'il fallait faire n'importe quoi. Bon, après, on a fait cette loi travail qui n'était ni fait ni à faire. Non pas parce qu'il ne fallait pas mettre de la flexibilité, etc., mais qui a été faite n'importe comment, et en fin de mandat, etc., et qu'il est braqué, y compris par aussi le mouvement des frondeurs, là, qui a quand même paralysé une partie de l'action de la gauche au pouvoir. Mais j'étais réticent parce que j'ai été marqué par l'idée que cette idée fondatrice du Parti socialiste, du Rassemblement de la gauche. Aujourd'hui, je ne dis plus la même chose. Je ne dis plus la même chose pour une raison simple, c'est que je considère que ce qu'a fait Jean-Luc Mélenchon et ce qu'il représente aujourd'hui est irréconciliable avec nous. C'est pour ça que je suis content de la journée d'aujourd'hui, pour être honnête. Je l'attendais, vous avez bien compris ce que et j'y ai même aidé. J'ai poussé mes copains, les uns les autres, partout. C'est pour ça que je leur ai dit, je viens vous aider maintenant. Voilà. On parle de la censure. La censure, c'est très important. Vous verrez qu'il s'est joué quelque chose de très important aujourd'hui. Il faut voir ce qui s'est passé, parce que vous n'avez pas tout vu, mais les pressions individuelles. Les députés de la France Insoumise allant voir les députés socialistes en leur disant, dans ta circonscription, tu auras un candidat, les pressions personnelles, etc. Et tout. Ils ont tout fait. Hein. Croyez pas qu'ils sont des gentils. Les Coquerel, les Bompard, etc. Ils ont tout fait. Et d'ailleurs, Mélenchon a cru qu'il allait gagner. Hier, il annonçait que ça y est, c'était fait. Il a perdu. Il commençait à lui rappeler déjà, t'as perdu. Et c'est le début de ton déclin. Maintenant, on va pas te lâcher. Jusqu'au bout. Voilà. Oui, mais je vous le dis franchement, s'il avait gagné, si les socialistes avaient voté la censure, ça veut dire qu'il revenait dans le Front populaire, ça veut dire qu'il s'était soumis à Mélenchon. Et ça veut dire qu'il avait gagné sa partie. Comment s'est fait la bascule? Alors elle s'est fait d'abord par une chose, c'est que déjà le Parti socialiste est profondément divisé. À son dernier congrès, il y a deux camps. Et d'ailleurs, il y a une femme qui est pour moi une amie et que je respecte énormément, qui est Hélène Geoffroy, qui a mené la bataille avec un courage incroyable, parce que tous les éléphants... Maire de Vaux-en-Velin, c'est ça. Voilà, ouais. Donc elle sait de quoi elle parle. Et sur la politique de la ville, elle pourrait vous en dire encore plus que moi, pire que moi d'ailleurs, là-dessus, parce qu'elle a vu de près les choses. Mais c'est une femme formidable parce qu'elle a mené la bataille toute seule au début, avec quelques vieux copains. Ils ont résisté et ils étaient grosso modo à 50-50 au dernier congrès. Oui, alors, comme ils n'avaient pas encore de leader, mais ils étaient déjà assez forts. Voilà, hein, c'est le cas de le dire. Puis ça a travaillé, les discussions ont continué. Je vais être honnête aussi, parce qu'il faut le dire, même si ça me coûtait un peu, la présence de François Hollande a aidé.
Il faut être honnête. Elle a aidé dans les heures dans les jours qui viennent de s'écouler. Bon, elle a aidé parce qu'il a mené la bataille. Il faut être honnête, il a mené la bataille dans le groupe. Il a bien argumenté. Il sait faire quand il faut. Et donc, ça a aidé aussi par rapport à un certain nombre de jeunes députés. Tout ça s'est aggloméré. Je pense que le comportement de Mélenchon et la brutalité de ses troupes ont aussi, certes, terrorisé les plus jeunes, mais ont aussi énervé les plus anciens. Et puis maintenant, il y a une question qui est simple. On est à 1 an et demi des élections municipales, d'accord, grosso modo. Les socialistes dirigent beaucoup de communes, des grandes villes. En tous les cas, il y a toute une génération de jeunes maires socialistes. Ce qui n'est pas le cas des Insoumis. Qui n'est pas le cas des Insoumis. Il faudrait bien d'ailleurs... mais pour ces maires-là, la question qui va se poser, elle est simple. On va au municipal, d'accord. Et on passe sous les fourches codines de la France Insoumise. Et on les prend sur nos listes. Avec évidemment ce qui va arriver derrière, c'est-à-dire les menus je sais pas quoi, voilà, les interdictions de crèche, tout ce que vous voulez, quoi, tout ce que vous connaissez comme délire, etc. Et tout. Vous allez gagner les élections municipales avec un programme comme ça? Moi, dans beaucoup de villes que je connais de camarades socialistes, je leur ai dit, tu prends la France Insoumise, je peux te dire tout de suite, hein, au deuxième tour, tu auras un candidat contre toi qui rassemblera tout le monde et tu perdras. Parce que les gens viendront te voir en disant, on t'aime bien, monsieur le maire. Vous avez fait des choses formidables, mais vous êtes obligé de nous ramener cela, là, à la mairie. Nous, non, on n'en veut pas. Donc cette question, elle est très importante. Et donc, il y a une série... Mais dans les périphéries, ils sont quand même forts, la France Insoumise. Ils sont dans les périphéries, mais là, on a peu de maires socialistes dans les périphéries. Et moi, je vais même aller plus loin. Je pense qu'aujourd'hui, les socialistes gagneront les élections contre la France Insoumise. C'est que partout, il y aura la France Insoumise isolée et qu'il y aura des socialistes qui doivent tendre la main, d'ailleurs, parce qu'on est dans un moment où il faut tendre la main. À d'autres, moi j'ai aucun problème à travailler avec tous ceux qui veulent marginaliser ce mouvement. Et voilà, et ben, il y aura des rassemblements larges qui vont se faire. On peut apprendre à travailler ensemble. Sur le modèle des européennes. Plus que sur le modèle des européennes. Il se trouve qu'en 2007, c'est moi qui ai conseillé, Ségolène Royal, qui lui conseille de tendre la main à François Bayrou et qui essaye d'organiser, contre l'avis de François Hollande d'ailleurs à l'époque, la convergence avec Bayrou. Je considère qu'on peut travailler. Voilà. On n'est pas forcément d'accord, etc. Je vais être encore plus provocateur. Je ne dis pas désagréable ce qu'il est en train de faire. J'aime assez sa manière de bonhomme. Il essaye de faire quelque chose, il tente quelque chose. Et moi, ça ne me gêne pas que quelqu'un vienne dire j'ai tenté, ça n'a pas marché, je change, je ne m'entête pas, je corrige, j'écoute, j'apprends à écouter. Voilà. Et nous, on doit être dans ce mouvement-là. Parce que ce n'est pas notre intérêt, c'est l'intérêt du pays qui est en cause. Et dans un pays qui a besoin aujourd'hui de se redresser, un pays qui s'est désindustrialisé, un pays qui a des services publics en dégradation totale, un pays qui n'a plus, qui a une justice qui ne fonctionne plus, avec une école qui ne fait plus son travail. Donc tout ça, il faut le remettre sur pied. Donc tout ce modèle social-là, il y a maintenant urgence à le remettre sur pied. On ne va pas le remettre sur pied tout seul. D'un certain point de vue, on est comme à la Libération en 1945. Il faut une forme de Conseil national de la résistance qui fasse converger toutes les bonnes volontés qui veulent redresser ce pays. Est-ce que vous pensez que la gauche aura le courage de continuer sur la lancée de cet après-midi et de s'ouvrir un peu à un travail et à des compromis avec le centre et une partie de la droite? Alors, le mouvement, il vient en marchant. Et la force va à la force. Vous prenez du courage parce que vous tentez un premier truc, ça marche, bah vous allez tenter un deuxième. Mais en tous les cas, je pense que la gauche est en train de retrouver du courage qu'elle avait perdu parce que Mélenchon avait établi une sorte de tyrannie intellectuelle qui les culpabilisait en disant vous êtes des traîtres, qu'il a organisé cette tyrannie. Et finalement, on baisse la tête et on finit par intégrer la culpabilité de la trahison. Là, il y a quelque chose qui vient de se passer parce qu'il y a un acte fondateur. Voilà. Moi, ce que j'espère, une seule chose, c'est que j'espère qu'il va en faire un maximum dans la dénonciation, dans les hurlements, etc. Il faut d'ailleurs le provoquer. Parce que vous devriez lui donner des conseils. Mais voilà, je lui en donne des conseils indirectement. J'arrête pas de le provoquer. Regardez ce que j'ai fait aujourd'hui sur Twitter, j'arrête pas de l'insulter. À ma manière à moi. Je dis mais t'as perdu. T'as raté ton coup, tu vois, maintenant il faut s'en débarrasser, donc ça va l'énerver, donc il va en rajouter. Voilà, et bon, plus il va en rajouter... Vous échangez encore? Non, jamais. Depuis le 7 octobre, c'est impossible. Et votre bouquin, vous ne savez pas ce qu'il en a pensé? Si, je sais exactement ce qu'il en a passé, parce que moi aussi j'ai appris à mettre quelques sous-marins, comme dirait l'autre. Bon, ils ne sont pas aussi efficaces que les siens, mais bon, il a dit la chose suivante, personne n'en parle, personne ne lui fait de pub, et on essaye de saboter au maximum sa diffusion. Voilà. Voilà. Il a engueulé un ou deux des siens, notamment Éric Coquerel, qui avait commencé un peu à polémiquer, en disant « Vous n'en parlez pas parce qu'il n'est rien et il faut qu'il reste rien. » Alors, puisque je sais que vous êtes le baron noir, je vais quand même vous poser des questions. Non, je ne suis pas le baron noir. Vous avez dit un jour, le baron noir, c'est moi. Confirmé? Mmh. Donc, puisque Mais pas le baron noir de la série, quoi.
Même si j'adore la série et j'adore Gambera, je trouve d'ailleurs qu'il est excellent. Voilà. Tout à fait. Mais ce qui m'intéresse, c'est dans le profil du Baron Noir, c'est le conseiller. Donc celui qui voit plus loin que ceux qui sont sur le terrain. Comment vous voyez, vous avez dit ce que vous souhaitiez, c'est-à-dire que Mélenchon disparaisse, en gros. Oui, pas physiquement. Moi, je ne souhaite jamais la mort de quelqu'un. Hein. Non, mais j'ai Bon, j'ai vanné sur l'EHPAD, mais bon, remarquez, dans les EHPAD, il serait rigolo. Il foutrait le bordel. Mais comment vous voyez, d'abord, est-ce que vous voyez émerger à droite et à gauche des figures qui peuvent prendre le relais? Alors, vous savez, moi, j'ai été 25 ans député. J'ai appris beaucoup. J'ai adoré ce mandat. J'ai rencontré beaucoup de gens dans cette maison et des gens qui n'étaient pas forcément les gens avec qui j'aurais été en accord spontanément. Mon maître à l'Assemblée nationale porte un nom, il s'appelait Pierre Mazot. Voilà. Gaulliste. C'était un gaulliste historique. C'est un vieux monsieur aujourd'hui. Chaque fois que je le vois, chaque fois que je parle avec lui, j'ai peur parce qu'il est quand même très âgé. Voilà, et j'aimerais le conserver le plus longtemps possible. Mais ça a été mon maître dans la procédure parlementaire, bon, j'ai passé des années formidables avec lui à la commission des lois. Bon, il avait une autorité incontestable, il n'y avait pas un ministre qui pouvait la ramener face à lui. Bon, mais il y en a eu d'autres. Hein. Moi, je suis pas un sectaire. Voilà. Ben, déjà, ça, c'est ma règle. Je ne suis pas sectaire. J'ai mes têtes aussi, des fois, ça m'arrive. Mais j'aime bien, quand j'ai un adversaire, voir s'il y a quelque chose. Et s'il y a quelque chose, je le respecte. Et je tends la main et je discute. Il se trouve que ce qui m'a aidé, c'est que je me suis retrouvé tout seul dans l'hémicycle pendant 4 ans, parce qu'il n'y avait que plus que 56 députés socialistes en 1993. Il y en avait 50 qui étaient là plus parce qu'ils étaient des maires que des députés. Donc c'est moi qui occupais mes jours et mes nuits à l'Assemblée nationale. Et quand vous êtes tout seul, il y a deux solutions. Soit vous insultez la terre entière, soit vous essayez quand même de sympathiser un peu pour passer quelques soirées qui ne soient pas totalement insupportables. Bon, donc j'ai beaucoup discuté. Et donc je sais qu'on peut travailler. Quand on était à la commission des lois, ou quand on était dans d'autres commissions, ou quand on était même dans l'hémicycle la nuit, ou quand on était à la buvette de l'Assemblée nationale, le nombre de discussions qu'on a eues ensemble, y compris avec des gens, si je vous donnais les noms, vous serez surpris, où on se disait, s'il y avait enfin un esprit de majorité d'idées, pas simplement un esprit de majorité de partis, s'il y avait un esprit de majorité d'idées, mais sur bien des dossiers, on avancerait. Et on arriverait à se mettre d'accord. Alors pourquoi ce décalage? Parce que le mode de scrutin pose problème. À partir du moment où vous êtes pris dans les logiques partidaires, vous êtes enfermé dans ces logiques partidaires et dans cette bipolarisation qui faisait, parce que c'était ça aussi la culture des années 80, il faut être honnête, il y avait les bons et les méchants. Chacun pensait qu'il était le bon et, par rapport à l'autre. Une fois que ces choses-là quand même se sont un peu estompées par l'exercice du pouvoir, on sait qu'il y a des convergences possibles et qu'il faut y travailler. Bon, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tout, mais ça veut dire qu'il faut essayer de voir comment on peut créer ces majorités d'idées et faire avancer les choses. Il y a plein de choses sur lesquelles on risque de ne pas être d'accord. Mais quand on va discuter de l'éducation nationale, vous savez ce que je pense? On va arriver très vite à être d'accord tous ensemble. Alors pourquoi ces élus qui, au fond, sont prêts à faire des compromis, qu'ils soient de gauche ou de droite, pourquoi ils ont des discours officiels qui sont des discours de rupture? Parce que vous avez un truc qui est pourri dans ce système. Ça s'appelle le système de l'élection présidentielle, au suffrage universel. Parce que vous avez toute une série de types qui, à 30 ans, pensent déjà qu'ils sont candidats à l'élection présidentielle, dans toutes les familles politiques. Il a fallu que Jean Calment, il n'y a pas longtemps, c'est le maire de Saint-Ouen, bon, qui est un type que je connais par cœur. Donc je l'appelle, je lui dis, moi, qu'est-ce que c'est que cette connerie? Déjà candidat à l'élection présidentielle. D'abord, tu vas te tuer comme maire, parce que fais ton travail de maire, fais le bien. Qu'est-ce que tu commences à te mettre dans la tête? Ils pensent tous qu'à ça. Cette élection les rend fous. Elle les rend fous. Et pour ça, ils sont prêts à tuer père, mère, frère, tout ce que vous voulez. Voilà. Et cette élection présidentielle au suffrage universel est une catastrophe. J'ai discuté avec Pierre Mazot, vous voyez. Et il me raconte comment la notion d'élection du président de la République au suffrage universel est arrivée. Parce que Pierre Mazot, à l'époque, travaillait avec Michel Debré, et tout doucement, il avait été introduit auprès du général, etc. Et donc, ils sont en train de discuter de la Constitution, et Michel Debré dit au président de la République, « Monsieur le Président, il faut faire cette élection au suffrage universel, parce que sinon, vous allez être battu par l'élection de chambre par Pinault. Parce que comme il a le Sénat avec lui, vous n'arriverez pas à avoir... » Et donc ils arrivent à convaincre le général, qui leur dit, bon, d'accord, on va faire ce que vous dites là. Mais c'est quand même dangereux ce truc-là. Hein. Donc, après moi, il faudra peut-être l'enlever. Voilà. Je n'invente rien. Mazot l'a confirmé à la télévision, etc. Et d'ailleurs, Pierre Mazot, qui est pourtant un gaulliste authentique, vous dira lui-même ce que je vous dis. Il dit, cette élection présidentielle est une catastrophe. Elle pourrit par la tête le système. Voilà.
Voilà. C'est pour ça qu'il faut revenir à un système parlementaire classique, comme d'autres démocraties le connaissent. C'est pas parfait, mais voilà. Et c'est pas l'instabilité de la quatrième, ça c'est du baratin. Il suffit simplement de mettre 2-3 règles qui font que vous ne pouvez pas présenter une motion de censure si vous n'avez pas une alternative politique, À l'allemande, alors. à l'allemande, par exemple. Et donc, vous avez une forme de stabilité. Donc, déjà, ça, c'est un élément très important. Et puis, vous avez des vieilles formations politiques qui ne sont pas remises en cause, mais qui arrivent, qui aujourd'hui, on le voit bien, qui sont étouffées. Donc, chacun va devoir certainement refonder et repenser, parce que le grand moment dans lequel on est, ce qui est terrible, c'est qu'il n'y a plus de réflexion théorique. Nous sommes dans un moment dans l'histoire de l'humanité qui est quand même problématique. Vous avez, dans les pires romans de science-fiction, vous savez, il y a des romans de science-fiction, on disait il y a une sorte de gouvernement opaque, mondial, qui décide tout ça. On pensait que c'était que des films, tout ça. Mais c'est quoi Elon Musk? C'est quoi aujourd'hui le patron de Facebook, etc. Vous avez aujourd'hui une centaine, de milliardaires qui sont en train de commencer tout doucement par dire maintenant c'est nous qui décidons. Toi là, le Premier ministre d'Angleterre, dehors. Toi l'Allemand, je fais ce que je veux. Contrôlé par qui? Vous Décidé par reprenez qui? presque l'intégrale du discours de Biden il y a 2 jours. Oui, mais parce que c'est la réalité. Nous sommes aujourd'hui désarmés. Et donc la question qui est posée, c'est comment on construit des alternatives. Il y en a. Comment on contrôle, comment on régule. Bon, voilà, il y a des tas de choses qui sont possibles. Mais ça se réfléchit, ça se prépare, ça s'organise. Vous ne croyez pas en l'homme providentiel? Non, j'y crois pas et je m'en méfie même. Seul petit point commun, modestement, que je peux avoir avec Trotsky, quand on lui a proposé de faire un coup d'État pour renverser Staline, il a dit si je fais ça, je serai Staline. Dernière question. Vous avez quand même évolué politiquement depuis Pablo jusqu'à maintenant, où vous nous parlez avec bienveillance de François Bayrou. Vous avez quand même beaucoup évolué, c'est normal, mûri et sans doute vécu des choses qui vous ont fait penser différemment. La question que j'ai envie de vous poser, c'est en quoi votre judéité, puisque vous affichez clairement vos origines juives dans le bouquin, et vous en parlez beaucoup d'ailleurs, en quoi cette judéité vous a fait évoluer politiquement? Alors, d'abord, il y a une phrase de Churchill que j'aime bien, il dit « On change dans la vie, et quand on change, il faut changer vraiment pour devenir parfait ». Donc moi, ça ne me gêne pas de dire que j'ai changé, parce que celui qui vient et qui dit « J'ai jamais changé », celui-là, il me fait peur. Voilà. Parce que ça veut dire que le monde est donc écrit comme une forme d'éternité préécrite à l'avance. Donc je pense qu'il y a des circonstances qui font que vous prenez conscience de choses que vous n'aviez pas vues, de situations qui sont nouvelles. Moi, je m'excuse, mais l'islamisme radical, s'il y a des gens ici qui, dans les années 80, l'avaient vu et nous disaient, vous allez voir ce qui va se passer, etc. Non, c'est pas vrai. Voilà. Même si, alors paradoxalement, ici, là, dans cette région, quand je fonde SOS Racisme, j'ai en face de moi déjà les prémices de cet islamisme radical avec un truc qui s'appelait les Jalbes, les jeunes arabes de Lyon. Et ils s'opposent d'une manière très violente, quasi physique, à SOS Racisme, parce qu'ils sont sur la ligne du droit à la différence. Et nous, on est sur la ligne du droit à la ressemblance. Donc on dit on se bat pour l'égalité des droits et pour que tous les jeunes puissent avoir leur chance dans la société française, quelles que soient leurs origines. Et elle nous répond, non, nous sommes des jeunes arabes. Et donc il faut nous accepter comme des jeunes arabes. Voilà. La confrontation est très violente, et ils nous détestent, avec un jeu très, très ambigu du père Delorme, que j'aime bien, mais qui, pendant tout un temps, les protégeait en disant notamment que j'écrasais les mouvements des jeunes arabes. Je dis non, je n'écrase pas les jeunes arabes. Au contraire, mais moi, je veux qu'ils deviennent des Français comme les autres. Je ne veux pas qu'ils deviennent des jeunes arabes. Voilà, après, ils peuvent avoir leur habilité, leur histoire, mais mon travail à moi, c'est de faire que ce soit des citoyens français, voilà, reconnus comme tels et pas discriminés, mais en même temps avec les droits et les devoirs qui incombent à chacun d'entre nous. D'ailleurs, les Jalbes, ils avaient un discours limite antisémite. Ça commençait, oui. Puis ils avaient d'autant plus un discours antisémite qu'ils n'aimaient pas le fait que dans la fondation de SOS Racisme, il y ait l'Union des étudiants juifs de France, que moi j'avais souhaité parce que je voulais justement qu'il y ait la fusion entre les jeunes juifs et les jeunes arabes dans ce combat pour le droit à l'égalité, etc. Il n'y avait pas un fondateur, d'ailleurs, un des cofondateurs de SOS Racisme qui avait fait dissidence justement en disant les Juifs sont trop présents. Oui, c'est un agent du gouvernement algérien. Donc on l'a démasqué et il a vite disparu. Le gouvernement algérien, il travaille comme ça. Alors après, par rapport à votre question, moi, mon choix, il est simple. Dans un premier temps, je fais partie de cette génération qui pense que le monde va changer demain matin. Puis à un moment donné, où d'abord la révolution elle n'arrive pas, deuxièmement quand elle arrive c'est une catastrophe, notamment au Vietnam, au Cambodge, au Laos, etc. Moi je suis devenu un réformiste. C'est-à-dire je préfère un pas en avant que 1000 programmes révolutionnaires. Et je préfère une bonne réforme que la promesse d'un grand soir qui ne viendra jamais, ou quand il vient,
ça m'inquiète. Je ne suis pas un réformiste capitulaire. La société a besoin d'être changée, qu'il y a des choses qu'il faut faire respecter. Je crois à la régulation sociale, je crois à la loi pour remettre de l'ordre social lorsqu'il faut, mais je ne suis pas pour la dictature voilà, du prolétariat tel que certains pouvaient la rêver, comme moi d'ailleurs quand j'étais jeune. J'ai évolué là-dessus, j'ai aucun problème à l'assumer. Vous avez dit d'ailleurs que le 7 octobre avait joué un rôle extrêmement important dans votre prise de conscience. Voilà. Le 7 octobre, c'est la fin d'une histoire pour une partie d'entre nous. Cette histoire dans laquelle on a été éduqués, qui était l'histoire du plus jamais ça. On pensait que le monde était vacciné de ce qu'a été le drame de la Shoah. Et le 7 octobre, moi, c'est les images du 7 octobre qui m'ont énormément perturbé. Réveillé ? Oui, réveillé non, parce que je n'étais pas endormi. Qui m'ont montré une haine du juif. Le 7 octobre, ce n'est pas un mouvement pour la création d'un État palestinien. Ils veulent détruire du juif, anéantir du juif. Est-ce qu'il n'y a pas un certain nombre de juifs de gauche qui se sont fait des illusions pendant des années et qui se sont réveillés brutalement le 7 octobre? Alors, est-ce qu'on se fait des illusions? Non, parce que je pense que le peuple palestinien a le droit à son État. Il faudra se battre, ça va être difficile maintenant. Mais ils ont le droit, il y a un peuple qui existe, qui a droit à son État aux côtés de l'État d'Israël, mais à une condition, c'est qu'il accepte l'existence de l'État d'Israël. Et tant qu'ils n'accepteront pas ça, on n'avancera pas. Moi, la prise de conscience, elle a lieu dans un entretien que j'ai avec Arafat en 2000. En face à face. Et je reviens de cet entretien, en disant d'ailleurs à l'époque à François Hollande, l'affaire est pliée, il ne veut pas faire la paix, il ne veut pas signer un nouvel accord d'Oslo, il fait tout pour planter les choses. Et voilà, donc là, la bataille est une bataille très difficile, mais oui, j'ai une petite déception, je le reconnais, parce que je me dis, la population à Gaza va se dire, il est temps quand même qu'on se débarrasse de ces fous. Voilà. Mais il y a une scène qui est terrible. Bon, c'est cet officier israélien qui est en train d'interroger un combattant palestinien. L'autre le regarde et lui dit, mais on va gagner. Alors tu dis, mais pourquoi tu vas gagner? Il dit, parce que vous aimez la vie et nous on aime la mort. C'est pas la religion qui a foutu le bordel. Ce qui a foutu le bordel, ça porte un nom, ça s'appelle l'Iran. Bon. Et ça s'appelle le mouvement des Mollahs, qu'on a laissé s'installer et avec lequel on a joué les uns et les autres, toutes les puissances, et continue encore en ce moment à jouer. Moi, mon sentiment, c'est que tant qu'on n'aura pas fait tomber le régime des Mollahs, on n'arrivera pas à avancer. Dernière question. Certains de vos amis socialistes, et dans la sphère Mélenchon, ça ne manque pas, en disant que vous êtes devenu un homme de droite. Oui. Alors, la question, c'est est-ce que vous vous sentez encore à gauche? Et en quoi vous vous sentez à gauche? Moi, je suis né de gauche, je mourrai de gauche. Voilà. Si j'avais été un homme de droite, je vais vous dire ce que j'aurais fait. Quand Nicolas Sarkozy m'appelle en 2007, et il me dit, je te nomme au gouvernement, que je lui demande d'ailleurs, mais pour faire quoi? Il me dit, ce que tu veux. Je dis, bon, alors d'accord, je vais faire ministre de l'Intérieur. Il me dit, il n'y a pas de problème. J'appelle Guéant, il t'appelle tout de suite, tu vas être ministre de l'Intérieur. Voilà, j'aurais pu. Voilà. C'est vrai, ça? Oui, c'est une histoire vraie que j'ai racontée, qu'il n'a jamais démenti d'ailleurs. Donc j'en ai d'autres, des occasions comme ça. Mais pourquoi vous avez dit non? Mais parce que écoutez, le fondateur de SOS Racisme, il va pas finir ministre de Sarkozy, quoi. Et moi, j'ai une morale, voilà, peut-être que c'est un mot excessif. Moi, je suis un fils d'instituteur, laïque, qui croyait à l'instruction publique, qui mettait quelques baffes de temps en temps, voilà, mais qui était adoré de ses élèves. Et Bayrou, il vous a pas appelé, non, pour être ministre de... Non, alors je vais vous dire la vérité. J'ai eu des petits oiseaux qui sont venus me voir en me disant « Est-ce que ça t'intéresserait ?» Je leur ai dit non. Ce n'est plus de mon âge. Voilà. Moi, j'arriverais plus à me lever à 5 h du matin, avoir mal au ventre, pour me demander qu'est-ce que Edoui Plenel me prépare. J'ai donné, j'en ai marre. En plus, vous seriez en retard aux réunions. Non, je sais être à l'heure, vous inquiétez pas. À l'heure de l'histoire, j'arrive à être encore là. Voilà, je pense que je suis plus utile aujourd'hui à donner des conseils, à éduquer, à mener la bataille, à écrire, qu'à simplement exercer le pouvoir. Voilà. En quoi la clé fait que vous êtes encore de gauche? Alors la clé, c'est que moi je crois que la justice, l'égalité, la fraternité, la régulation d'un capitalisme débridé, la nécessité de services publics de qualité, en éducation, en santé, je crois à tout ça. Je crois au modèle social français. Je pense qu'il est profondément imprégné du concept de social-démocratie, même si aujourd'hui il est fragilisé, mais je préfère quand même quand quelqu'un va à l'hôpital en France et qu'on le soigne, que plutôt qu'on lui demande d'abord sa carte de crédit. Alors, vous allez replonger en politique? Avouez que ça vous tente. Je suis en introspection personnelle. Parce que le moment, maintenant, m'interpelle depuis le 7 octobre. J'ai dit ça a réveillé des choses en moi, mais ça a réveillé des choses en moi par rapport à l'enjeu de la bataille. Voilà. Est-ce que ça va impliquer pour moi de reprendre du service? J'en sais rien.
Si je dis aux autres de s'engager, il faut que je donne l'exemple. Et je vais essayer d'être partie prenante du futur congrès du Parti socialiste pour qu'il y ait une nouvelle direction qui naisse et qu'on passe à autre chose. Il faut mobiliser les gens, les faire prendre conscience, les appeler à s'engager. Mais oui. Les appeler à s'engager. Leur dire, c'est vous qui allez faire l'histoire. Engagez-vous, à droite, à gauche, etc. Faites ce que vous voulez, mais engagez-vous. Vous n'avez pas vraiment répondu à ma question sur votre judéité. Est-ce que c'est elle qui vous pousse à replonger en politique? Je n'aime pas laisser des questions en suspens. Ma judaïté, elle est liée au fait que je considère que quand on est juif, on est forcément révolté. Et que dans le moment dans lequel on est, cette révolte, elle est nécessaire. Vous êtes optimiste? Vous connaissez la phrase, l'optimisme de la volonté, le pessimisme de la raison. C'est Spinoza qui dit ça. Et ben, je suis assez spinoziste, voilà. Eh ben, très bonne conclusion pour Philo Décrypte.